Il est 8h, bienvenue. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Le mouvement des Gilets jaunes serait-il dans le creux de la vague? Beaucoup moins de points de blocage hier et ce matin. Et surtout, quelle motivation pour la manifestation de samedi à Paris? Vous verrez, tout le monde n'a pas envie de converger sur la capitale. Cette crise est-elle en train d'installer la division au sein de la majorité? François Bayrou demande publiquement à Emmanuel Macron de mettre de l'eau dans son vin sur les taxes au carburant. Et puis bientôt des amendes pour les entreprises qui ne mettent pas en place l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Le gouvernement accélère sur le sujet. Europe 1. La mobilisation des Gilets jaunes semble marquer le pas. Seule une poignée de barrages filtrants subsiste ce matin. La question maintenant, c'est la manifestation de samedi à Paris. Les Gilets jaunes sont nombreux à souhaiter continuer le combat, mais tous n'ont pas les moyens de monter à la capitale pour une journée d'action. Reportage à Nantes, signé François Coulant. L'expédition de samedi à Paris, les Gilets jaunes de Nantes l'ont soumise au vote hier sur le rond-point d'Armor. Résultat, une majorité confortable en faveur du déplacement. Julie. 60% des personnes trouvent que c'est indispensable de pouvoir se rendre à Paris. En voiture pour certains, d'autres vont prendre le train. Je ne sais pas s'ils comptent le payer ou pas. Quel que soit le moyen, on s'y rendra. Vous savez, quand on n'est pas entendu au loin, on se rapproche toujours un petit peu plus près. Parce qu'à l'heure actuelle, M. Macron ne veut rien entendre. Ils ne participeront pas tous au blocus de Paris. Question de moyens, Jonathan. Il y a plein de gens qui n'ont pas forcément le pouvoir financier déjà pour pouvoir vivre au quotidien décemment, dignement. C'est de la survie. Leur demander de faire un effort à peut-être une centaine d'euros pour faire un trajet, etc. On estime que pour l'instant, ce n'est pas le moment. Les non-partants garderont les points de blocage. Les autres ont des fourmis dans les jambes. Cédric. Et les gens, ils veulent que ça bouge. Ils vont pas arriver comme des pingouins. Ils vont être pacifistes au début. Et au bout d'un moment, quand on a ras-le-bol, qu'est-ce qui se passe? On s'énerve. Paris, ça sera hyper important. Pas la moindre inquiétude sur l'inorganisation du siège de Paris. C'était pareil la semaine dernière. Et quel succès, souffle Cédric. Nantes, François Coulant, Europe. Sachez en outre que la CFDT a annoncé qu'elle n'appellerait pas ses adhérents à rejoindre le mouvement, tout en exhortant le gouvernement à rétablir un dialogue social normalisé. Et sur le plan politique, David, le sujet divise aussi la majorité de plus en plus. Oui, on se souvient de Jean-Yves Le Drian sur notre antenne qui appelait à davantage d'écoute. C'est au tour du principal allié d'Emmanuel Macron de donner de la voix. Le patron du Modem, François Bayrou, accorde une interview ce matin à nos confrères du Figaro et il demande, Jean-Rémy Baudot, carrément au président de revenir sur la hausse des taxes. Oui, François Bayrou adresse un nouvel avertissement à celui qui l'a aidé à décrocher l'Elysée. Cette fois, face à la colère des Gilets jaunes, le patron du Modem demande au président de temporiser les hausses de taxes prévues en janvier. Il appelle même à une modulation fiscale selon le prix du baril, une idée que l'exécutif a pourtant déjà plusieurs fois repoussée. Un François Bayrou critique qui n'hésite pas à expliquer que le pouvoir manque d'antenne sur le terrain, une nouvelle pique adressée à La République En Marche. Mais le maire de Pau prend garde à ne pas avoir l'air d'être un frondeur. Il multiplie les signes de soutien au président. Selon lui, Emmanuel Macron fait partie des rares politiques à avoir, je cite, une conscience aiguë du mécontentement qui gronde dans le pays. François Bayrou, qui discute beaucoup avec Emmanuel Macron, les deux hommes se voient régulièrement, mais qui n'est pas très tendre avec l'exécutif en privé. Loin des micros, il n'hésite pas à critiquer le gouvernement. Soucieux de garder son indépendance et son identité, si Bayrou prend une nouvelle fois publiquement la parole, c'est le signe que les messages qu'il adresse en privé au chef de l'État ne trouvent pas un écho suffisant à ses yeux. Merci à vous Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron a essayé de calmer une autre colère, celle des maires de France à l'Elysée. Oui, elles sont toutes liées, ces colères. Le président de la République recevait 2000 élus en son palais. Il a essayé de les rallier à lui tout en taclant les responsables politiques qui, depuis le début de la crise, tentent d'attiser à ses yeux la colère des Français. Je sais que moi, votre quotidien n'est pas facile. Celui du gouvernement ne l'est pas davantage, je vous rassure. Même si ça ne vous console pas. Face à ces défis, on a une responsabilité commune, c'est d'être ensemble. Ou alors, on ouvre un formidable boulevard. Non pas au populisme, moi je n'aime pas ce terme. Nous sommes des vrais populistes, nous sommes avec le peuple, tous les jours. Mais aux démagogues, à ceux qui voudraient simplifier les choses. Être responsable, c'est rendre des comptes, c'est dire la vérité. Y compris quand elle ne fait pas plaisir. Nous sommes les vrais populistes, dit Emmanuel Macron, parce que nous sommes avec le peuple. Cette phrase entraînera sans aucun doute beaucoup de commentaires aujourd'hui. Et sur le terrain, c'est à La Réunion que la situation reste la plus tendue. Oui, nouvelle nuit de violence sur l'île, affrontement avec les forces de l'ordre, tentative de pillage de commerce. 30 policiers ont été blessés en tout depuis samedi et 123 personnes interpellées. Le président de la République a annoncé qu'il allait aujourd'hui déployer l'armée pour rétablir l'ordre public. Nous serons intraitables,
a-t-il écrit sur son compte Twitter. Et l'on reparle ce matin de l'ordonnance de 1945, vous savez, celle qui régit la justice des mineurs. Nicole Belloubet a créé la surprise hier soir à l'Assemblée nationale en annonçant qu'elle voulait la réformer. C'est un sujet très sensible. Christiane Taubira et Jean-Jacques Urvoas avaient essayé sans succès. Pour se faciliter la tâche, la ministre a précisé qu'elle procéderait par ordonnance, justement, afin d'accélérer les débats. Elle souhaite que les mineurs soient jugés plus vite pour qu'ils prennent conscience de la gravité de leurs actes, sans angélisme ni démagogie. Fin de citation de la ministre de la Justice. David Doucan, on va parler maintenant de l'égalité salariale entre femmes et hommes. Oui, le gouvernement dévoile son plan aujourd'hui. Il va mettre en place un système de notation pour les patrons. Ils auront 3 ans pour obtenir une bonne note, sans quoi ils se verraient infliger des amendes. Mais certaines entreprises ont déjà des dispositifs pour tendre à l'égalité. Reportage chez l'un de ces bons élèves qui fait du conseil en région lyonnaise, Pauline Jacot. L'égalité homme-femme, ça commence dès le recrutement dans cette entreprise. À chaque fois, un homme et une femme jugent les candidats. La grille de salaire est prédéterminée et pour éviter les écarts, par la suite, un comité de rémunération observe tous les ans l'évolution des femmes qui reviennent de congé maternité. En 5 ans, le patron Jean-Luc Odeyer affirme avoir rééquilibré la quasi-totalité des salaires. Il peut y avoir des augmentations générales de rémunération pendant les périodes de congé maternité, des enveloppes qui ont été accordées à certains collaborateurs qui étaient présents dans la structure. S'il n'y a pas de suivi sur ce sujet-là, très rapidement, vous rentrez dans une dynamique d'inégalité de rémunération. Jamais de réunion trop tôt ou trop tard dans la journée, du télétravail. Ces mesures ont aidé Anne-Claire Lamberzy, mère de 3 enfants, à passer de consultante à responsable chez JLO. C'est bien un suivi de mes compétences et de ces développements qui ont assez naturellement pu conduire à une évolution de poste. Pendant un temps, j'étais en temps partiel, mais ça n'apparaît pas comme un frein ni salarial ni d'évolution. Mais tout n'est pas encore acquis en tant que patron, dit Jean-Luc Odeyer. Il m'arrive encore de devoir justifier d'avoir mis une femme à un poste de direction. Reportage signé Pauline Jacot. La suite du journal, David Doucan. Peut-on sauver les villes et les villages aujourd'hui meurtris par la désindustrialisation ? C'est en tout cas ce que le gouvernement veut croire. Le Premier ministre va dévoiler ce matin la liste des 100 territoires d'industrie. C'est un nouveau label qui visera à aider ces endroits sinistrés à s'adapter, à se relancer. Parmi eux, il y a Saint-Avold en Moselle, un passé industriel faste, les mines, la chimie. Mais aujourd'hui, 13% de chômage. Reportage Arthur Mbaché. Pour se rendre compte du déclin impressionnant de Saint-Avold et de son industrie depuis quelques dizaines d'années, le mieux est sans doute de boire un verre avec Pierre, ancien mineur, 78 ans. J'étais à la mine, j'étais embauché en 55. C'était l'Amérique. Les gens d'ici, les ouvriers, je parle, au point de vue conditions de vie, étaient bien supérieurs au reste de la moyenne de la France. Et aujourd'hui, il y a un des taux de chômage les plus élevés. Oui, parce que tout a fermé. Vous voyez ici, regardez, une bijouterie, rideau fermé. La pauvre fille, elle a acheté, elle était toute contente, mais elle ne savait pas qu'elle ne vendrait rien. Rien. Elle était là, la dernière fois que j'étais la voir, elle était en pleurs. La dernière mine de charbon a fermé ici en 2004, la coquerie en 2009, la centrale à charbon c'est pour 2022. Thierry Zimny de l'agglomération de Saint-Avold attend beaucoup du label territoire d'industrie. On est dans l'attente de savoir si c'est uniquement un effet d'annonce avec recyclage de mesures déjà existantes ou s'il y a réellement une volonté politique pour faire progresser en fait ce territoire et assurer une réindustrialisation comme le veut le titre de ce label. L'avenir ici passe par la reconversion de la plateforme chimique spécialisée dans le charbon après-guerre, dans le pétrole ensuite, dans la chimie verte demain peut-être. Saint-Avold, Arthur Mbaché, Europe 1. Les tennismen français vont affronter la Croatie ce week-end. Oui, c'est la finale de la Coupe Davis à Villeneuve-d'Ascq. Le capitaine Yannick Noah n'en a jamais perdu une, alors on a bon espoir, surtout que les joueurs vont pouvoir bénéficier de terrains d'une qualité remarquable. Figurez-vous que la fédération a demandé aux jeunes pousses du club de tennis de Lille d'aller taper la balle, de jouer toute la nuit dernière, dans le stade pour tasser la terre battue avant l'arrivée des champions. Reportage tout sonore signé Corinne Boulot. Volée haute, volée basse. On a reçu un SMS de la part de notre entraîneur qui nous a envoyé un message pour nous dire on vous a proposé de taper de 22h à 4h du matin, c'était pas une blague, pour faire travailler les terrains et voilà. J'ai dit direct oui. Nous on s'entraîne dans des petits clubs, du coup pour nous c'est un honneur, c'était impossible de refuser. C'est bizarre comme sensation mais c'est très émouvant. S'il fallait jouer de 4 à 6, de 2 à 4, il fallait même jouer 8 heures d'affilée, je pense qu'on était prêts à le faire je crois. Ouais, je suis vraiment fier, je me dirais s'ils ont gagné c'est grâce à moi. Voilà, c'est un peu Noël avant l'heure et je pense que voilà, eux ça leur fera plein de souvenirs, plein la tête. Témoignage réjoui recueilli par Corinne Boulou.